S'il vous plaît. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de la CCI concernant les dispositifs d'aide à destination des opérateurs de tourisme. Un petit peu comme on a fait mardi matin, nous allons voir auprès de la DGFiP, de la DIECT, du département et de la CSSM, les dispositifs qui sont existants et toujours en cours de production parce que tous les textes ne sont pas sortis. On va faire ce point à date aujourd'hui. Donc ce webinaire organisé par la CCI est en partenariat avec la préfecture, le SGAR, la DIECT, le département, la CSSM et tous les autres partenaires qu'on a habituellement. Donc on va faire assez rapide, on va aller direct à l'essentiel et je vais passer la parole au monsieur de la DGFiP qui se présentera, mais maintenant tout le monde le connaît. Vous avez le micro. Ouais. Donc bonjour, Florent Guérel, responsable du pôle gestion fiscale à la DRFiP de Mayotte. Donc on m'a demandé de venir aujourd'hui avec vous pour vous parler donc des aides gouvernementales et plus particulièrement le fonds de solidarité pour les entreprises de tourisme situées à Mayotte. Donc on a déjà fait le point sur les exonérations ZF1 qui peuvent effectivement aussi bénéficier aux professionnels du tourisme et sur le fonds de solidarité à travers les deux précédents webinaires. Donc il y aura quelques redites, mais ciblées sur vos entreprises. Première actualité, vous avez peut-être entendu l'allocution du préfet hier ou regardé le communiqué de presse du gouvernement. Le fonds de solidarité a été pérennisé donc jusqu'à juin et il a été pour les entreprises de Mayotte spécialisées, je dirais, à savoir que les entreprises de Mayotte qui ne bénéficient pas du fonds de solidarité au titre du secteur S1 et S2 vont bénéficier, à l'instar des mois de juin et suivants, d'un plafond doublé, d'un plafond qui passe de 1 500 € pour le reste de la métropole à 3 000 € pour les entreprises de Mayotte. Ceci étant dit, revenons au cœur du sujet que sont vos entreprises du secteur touristique. Les entreprises du secteur touristique à Mayotte ont un poids notable au regard de la situation et des plages de Mayotte. C'est environ 100 entreprises hors restauration et à peu près 350 entreprises qui sont concernées par le fonds de solidarité et qui ont demandé à bénéficier de ce fonds. Hors restauration, ces entreprises ont touché plus de 600 aides représentatives d'1,5 million. Et si on inclut les restaurateurs, c'est plus de 2200 aides et 5,5 millions de fonds qui ont été versés depuis mars. Donc, quel fonds de solidarité pour vos entreprises? Vos entreprises, pour la plupart d'entre elles, font partie du secteur S1, c'est-à-dire les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire Covid-19. J'entends par entreprises du secteur touristique, les agences de voyage, les compagnies aériennes, les hôtels, les loueurs de courte durée touristique, les sociétés qui proposent des activités sportives ou culturelles dans le cadre du tourisme, mais aussi pour Mayotte, les restaurateurs touristiques. Ces entreprises, dont je vous avais communiqué le nombre, font partie du secteur S1 et à ce titre peuvent bénéficier de fonds de solidarité qui est majoré. Donc nous ne parlerons que du fonds de solidarité de décembre et janvier, ne connaissant pas encore le dispositif de février, dispositif qui, à n'en pas douter, sera modulé au regard de la situation de confinement que nous connaissons actuellement. Mais pour décembre comme pour janvier, les entreprises qui appartiennent au secteur S1 peuvent, dès lors qu'elles ont bénéficié, qu'elles ont subi une perte de plus de 50% de chiffre d'affaires, bénéficier d'un fonds de solidarité à hauteur de 10 000 €, c'est-à-dire à hauteur de leur perte, calculée dans une limite de 10 000 €, avec un minimum de 1 500 € ou, si c'est plus bénéfique pour elles, de 15% de leur chiffre d'affaires de référence, chiffre d'affaires de référence qui est en général le chiffre d'affaires de 2019 mensualisé, dans la limite de 200 000 €, cette limite étant à calculer au sein du groupe
dans l'hypothèse où la société est membre d'une intégration fiscale. Si la perte est supérieure à 50%, enfin supérieure à 70%, dans ce cas-là, elle bénéficie également d'une prise en charge de la perte à hauteur de 80% de la perte jusqu'à 10 000 euros avec un minimum de 1 500, ou non pas 15%, mais 20% du chiffre d'affaires de référence, là encore dans la limite de 200 000 euros. La nécessité d'avoir débuté son activité avant le 30 septembre pour la demande de décembre et avant le 30 octobre pour la demande de janvier. La demande, le formulaire de décembre est d'ores et déjà en ligne. Vous pouvez le servir et il sera disponible jusqu'à la fin février. Et pour janvier, il sera mis en ligne d'ici la fin du mois et vous aurez jusqu'au 31 mars pour servir ce formulaire et bénéficier du Fonds de solidarité. Je profite du moment pour vous rappeler que le Fonds de solidarité est une mesure pour venir en aide des entreprises en difficulté. Et comme toute aide, elle est soumise à contrôle a priori, par un système de filtre. Donc certains d'entre vous auront peut-être la malchance de voir leur demande rejetée. Elle pourra être rejetée parce que le contrôle du chiffre d'affaires référence indiqué dans votre demande ne correspondra pas à celui que vous aviez effectivement déclaré l'an passé, ou pour une situation de dette fiscale par exemple. Il y aura aussi des contrôles a posteriori, donc je vous invite à bien servir le formulaire au regard de votre situation factuelle et non pas au regard du maximum d'aide que vous pourriez avoir, car la DRFiP va mettre en place un système de contrôle pour demander les sommes indûment versées depuis mars dernier. Voilà. Hors le Fonds de solidarité, nous avons aussi à vous proposer une baisse des impôts de production, alors qui va bien au-delà des industries du tourisme, et qui touche essentiellement la CVAE, avec la suppression de la part régionale qui impacte en fait le calcul de la CVAE de moitié. Donc une baisse de 50% de la CVAE et une réduction aussi, mais plus mesurée, de la CET, la contribution économique territoriale, pour le plafonnement, pour le calcul du plafonnement. Voilà. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, j'invite tous les professionnels de tourisme à solliciter le régime du ZFANG, régime qui est de droit pour votre secteur et qui leur permet, comme je vous l'avais expliqué à l'occasion du précédent webinaire, de bénéficier d'une exonération de 80% de votre imposition sur votre résultat, que ce soit au niveau de l'impôt sur les sociétés ou au niveau de l'impôt sur le revenu, plafonné à 300 000 euros, mais aussi d'une exonération à hauteur de 100% de votre CVAE, de votre CFE et pour les établissements qui sont propriétaires d'un bien mobilier et dont le bien mobilier sert pour l'exploitation touristique et figure dans les bilans, une exonération à 80% de la taxe foncière sur laquelle est assise ce bien. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à vous rapprocher du Centre des impôts des entreprises de Mamoudzou, à communiquer soit par SMS, soit plutôt à travers votre espace fiscal professionnel, en nous adressant des messages que nous ne manquerons pas de consulter et qui feront l'objet de réponses étayées. Merci. Quel numéro pour les SMS ? Alors, je ne l'ai pas là. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré SIE de Mamoudzou ou aller sur impôt.gouv.fr. Le plus simple, ce n'est pas de passer par le SMS, mais plutôt de passer par votre espace fiscal personnel, car l'agent traitant de votre demande aura tout votre dossier fiscal et pourra faire une réponse je dirais personnalisée. Si vous envoyez un SMS ou que vous envoyez un mail, bien souvent vous ne nous communiquez pas l'intégralité entre guillemets de votre problématique ni vos coordonnées fiscaux et dès lors c'est plus compliqué de retrouver votre antériorité. Dès lors passez plutôt par votre espace fiscal personnel, donc impôt.gouv.fr, espace des professionnels et vous nous communiquez effectivement votre question. Voilà. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va passer à Madame de la DIECT,
qui va nous communiquer les mesures relatives à cette institution. Vous avez le micro, c'est bon ? Oui. On prend les questions après. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente à nouveau, mon nom est Oulidam Kolmari, chargée de mission à la DIECT, au sein du service entreprise, qui s'occupe de l'instruction de demandes d'activité partielle. Et donc, tout comme mardi, je vous ai présenté les deux volets de l'activité partielle, à savoir l'activité partielle de droit romain et brièvement l'activité partielle de longue durée. Aujourd'hui, j'ai choisi d'insister plus largement sur le second volet, c'est-à-dire l'activité partielle de longue durée, la PLD, qui semble correspondre au mieux pour les secteurs les plus touchés par cette crise, à savoir notamment le secteur du tourisme. Donc, comme vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, l'État développe des dispositifs d'aide pour mieux accompagner les entreprises à Mayotte. Et pas plus tard qu'avant-hier, c'est-à-dire le 16 février, on a reçu le communiqué de presse de la ministre du Travail qui vient renforcer les dispositifs existants, notamment l'activité partielle. Donc, dans un premier temps, il était précisé que durant cette période de confinement, les entreprises de Mayotte continueront à bénéficier de l'activité partielle à 100%, notamment les secteurs les plus touchés. Donc, je parle par exemple du tourisme, la culture, le transport, etc., l'événementiel également. Et puis, les entreprises qui ont connu une baisse d'activité supérieure à 60% par rapport à 2019. Ensuite, il a été annoncé également le maintien des taux d'intervention actuels jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire, pour rappel, l'employeur bénéficie d'une allocation à hauteur de 70% pour les secteurs protégés et les entreprises fermées administrativement. Ensuite, en ce qui concerne les secteurs non protégés, le taux d'intervention concernant le paiement des allocations versées à l'employeur, le taux d'intervention est de 60%. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces taux sont maintenus au moins jusqu'à fin mars. Ensuite, au mois d'avril, nous connaîtrons une évolution dégressive des taux. Et tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire à Mayotte. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, l'employeur qui exerce dans le secteur non protégé percevra une aide, une allocation à hauteur de 36%. Et pour ce qui est des secteurs protégés, le taux d'intervention sera de 60%. Et en termes de chiffres, rapidement, il faut savoir qu'au niveau de l'ensemble du territoire national, ce sont plus de 9 millions de salariés qui ont bénéficié de ce dispositif d'activité partielle. Et donc, un dispositif qui a quand même permis de préserver des centaines de milliers d'emplois. Et à Mayotte, ce sont plus de 9 000 salariés qui ont bénéficié de ce dispositif. Soit un montant de 25 millions d'euros. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, que je vais insister aujourd'hui surtout sur la présentation du dispositif APLD, activité partielle de longue durée. L'État encourage les entreprises qui sont les plus touchées par la crise sanitaire à opter le dispositif APLD, parce qu'il présente pas mal d'avantages. Comme son nom l'indique, c'est un dispositif qui accompagne la baisse d'activité de longue durée et qui présente en termes d'avantages d'une durée qui peut aller jusqu'à 24 mois consécutifs ou non et jusqu'à 36 mois. Ensuite, l'employeur bénéficie d'un taux d'intervention
concernant les allocations d'un taux de 60%, le taux d'allocation versé à l'employeur et le salarié perçoit de la part de son employeur des indemnités à hauteur de 70%. Comparé au droit, à l'activité partielle de droit commun, donc vous voyez bien que sur le long terme, l'activité partielle de longue durée présente quand même des avantages parce que pour l'activité partielle du droit commun, à partir du mois d'avril, nous connaîtrons une baisse d'intervention de l'État. Donc, on passera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 36% pour les secteurs non protégés et 60% pour les secteurs protégés. Donc, il y a tout intérêt pour les secteurs les plus touchés, notamment le tourisme, à opter ce dispositif, ce second volet du dispositif de l'activité partielle. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet concernant la présentation de ce dispositif, il s'adresse à toutes les entreprises, comme je l'ai déjà dit, qui ont connu une forte baisse durable d'activité, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille. La durée maximale est de 24 mois consécutifs ou non, et c'est sur une période de 36 mois. L'activité partielle de longue durée concerne en fait la réduction de l'horaire du travail par salarié qui ne peut pas excéder par contre 40% de l'horaire légal. Par exemple, un salarié qui fait 35 heures hebdomadaires, si l'employeur souhaite demander la PLD, il ne peut pas réduire la durée légale du travail au-delà de 14 heures par semaine. Et quelles sont donc les conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif? La première condition, la condition principale est de l'employeur est tenu de fournir à la DIECT un accord collectif en cas de si au sein de l'établissement il existe le CE, le comité social économique, ou alors un document unilatéral notifiant la procédure de la mise en place de la PLD ainsi que les engagements pris derrière pour maintenir les emplois. Cet accord ou ce document unilatéral est à transmettre à la DIECT avec la même procédure avec la même procédure que l'activité de droit commun, c'est-à-dire en allant sur le site internet activite-partiel.gouv.fr, vous suivez la même procédure et vous nous transmettez l'accord collectif ou le document unilatéral. Ensuite, la DIECT dispose d'un délai de 15 jours pour valider ou non cet accord. Et par la suite, vous serez autorisé à mettre les salariés en chômage partiel de longue durée sur des périodes de 6 mois consécutifs jusqu'à 24 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce dispositif, ce second volet de ce dispositif activité partielle est soumis quand même à des engagements de la part de l'employeur qui doit maintenir les emplois pendant la période d'autorisation de chômage de longue durée. Et le deuxième engagement, c'est que l'employeur s'engage à proposer des formations aux salariés concernés par la PLD sur les heures non travaillées. Et pour faire une petite aparté concernant les sanctions prévues en cas de manquement de l'employeur, il faut savoir qu'ils ont quand même que ces sanctions ont été allégées compte tenu de la persévérance et la durabilité de la crise sanitaire. Donc l'employeur, il faut savoir dans un premier temps que le remboursement ne sera pas exigé si par exemple l'employeur n'a pas pu maintenir ses engagements par rapport à ce qui a été prévu dans l'accord collectif ou le document unilatéral. Deuxièmement, l'employeur devra rembourser les sommes perçues pour chaque salarié seulement en cas de licenciement économique.
Voilà. Donc c'est ce que j'ai souhaité exposer aujourd'hui. Et donc pour terminer, je rappelle quand même les contacts. Pour nous joindre à la DIECT, vous avez une adresse mail institutionnelle 976.activité sans accent -du6 partiel@diect.gouv.fr. Après, vous avez également deux numéros 02 69 61 48 49, 02 69 61 93 40. Et pour rappel, nous avons renforcé l'équipe activité partielle pour mieux répondre au mieux les demandes des employeurs. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer directement au conseil départemental qui mixe les actions de relance et les actions immédiates. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Moyege Zouber, chef de service de développement touristique au conseil départemental. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les aides qui ont été mises en place par le département depuis le premier confinement en 2020. Donc, tout d'abord, le secteur du tourisme a été le plus impacté. Dès le début du confinement, nous avons lancé une enquête qui a révélé que le secteur du tourisme était le secteur qui était le plus impacté avec une perte, 90% des entreprises qui avaient connu une très forte perte de chiffre d'affaires. Donc nous avons mis en place, en complément du fonds de solidarité de l'État, qui était au départ à 1 500 €, le département a mis en place un fonds de soutien de 1 000 €, d'un montant de 1 000 € qui vient aider les entreprises qui ne pouvaient pas émarger aux aides de l'État pour diverses raisons. Donc, il y a eu plusieurs questions sur ce fonds. Donc, des personnes se sont demandé pourquoi cela n'a pas abouti. Bien évidemment, il y a des contrôles qui sont faits pour des raisons diverses, des personnes n'ont pas pu percevoir cette aide. Mais je tiens aussi à souligner que le fonds de soutien du département n'était pas cumulable avec le fonds de solidarité État. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc nous avons également mis en place le prêt d'honneur d'urgence qui est passé de 30 000 € à 50 000 €, donc qui concerne également les entreprises du tourisme. Et les plaisanciers qui sont en règle au ponton, qui ont pu également bénéficier d'une exonération de loyer pendant la période de confinement l'année dernière. Donc, nous avons également travaillé sur donc, un plan de reprise des activités économiques et dont la moitié de l'enveloppe a été consacrée au tourisme, puisque c'est le secteur le plus impacté. Là-dedans, nous allons trouver une dotation fixe pour aider les entreprises à se fournir en kit hygiène et également un remboursement des frais qui ont été engagés pour prévenir en prévention à la Covid-19 et également pour rembourser les frais liés à l'aménagement de type plexiglas, distributeur de gel hydroalcoolique, etc. Ces deux aides, la dotation kit hygiène et le remboursement des frais, concernent la période de 2020. Jusqu'au 16 septembre à l'heure actuelle, puisque la période d'urgence sanitaire s'est arrêtée au 16 septembre. Donc maintenant, à réfléchir sur ce qui pourrait être fait sur l'éligibilité de la période de confinement de cette année. Donc ces aides sont accessibles sur la plateforme du département dès la fin du mois de février. La plateforme sera ouverte et vous pourrez faire vos demandes jusqu'au 31 août 2021. Et les entreprises qui pourront bénéficier seront uniquement les entreprises qui auront pu bénéficier déjà d'une aide, que ce soit de l'État ou du département, puisque ce qui voudrait dire que ces entreprises ont déjà fait l'objet d'un contrôle au préalable. Donc voilà. L'autre point que nous avons, l'autre mesure que nous avons mis en place, ce sont les chèques consommation. Deux types de chèques consommation. Donc un chèque qui est destiné au personnel soignant, qui est supérieur au chèque qui est destiné aux salariés du privé. Ces chèques, vous l'avez déjà vu, le CDTM pilote les chèques destinés aux soignants. La publicité vous avez été faite au début janvier.
La distribution a été faite. Maintenant, ces chèques pourront être réutilisés uniquement après le confinement, bien entendu, dès que la situation le permettra. Et les 2 types de chèques seront valables jusqu'au 31 août 2021, à l'heure actuelle. Donc ce concept a un triple objectif. D'abord, faire du chiffre d'affaires. Donc c'est de l'argent qu'on injecte, pas en aide directe à l'entreprise, mais pour donner de l'activité à l'entreprise. Et aura pour avantage d'avoir une consommation qui sera certainement supérieure à l'utilisation du chèque lui-même. Si une personne, par exemple, va avec un chèque de 60 € ou dans un hôtel, le coût de l'hôtel sera peut-être beaucoup plus élevé et la personne mettra un peu plus de sa poche pour sa nuitée et pour la restauration et pour d'autres activités. Donc, ce chèque, normalement, générera beaucoup plus une plus grande entrée d'argent pour le prestataire touristique. Ensuite, avec les restrictions aériennes, bien sûr, le pouvoir d'achat des Mahorais qui sont restés sur le territoire est resté le même. Ils n'ont pas pu aller dépenser à l'extérieur ni avoir des vacances à l'extérieur. Ça permettait donc de pouvoir dépenser cet argent sur le territoire et pouvoir profiter des activités qui sont disponibles sur le territoire. Donc, sans doute, après l'ouverture, après le déconfinement, il y aura quand même des craintes pour voyager, des restrictions à l'étranger, etc. Donc ces chèques permettront quand même aux Mahorais de pouvoir dépenser sur place et découvrir leur territoire. Et évidemment, la découverte de Mayotte pour les locaux, c'est l'occasion actuellement de permettre aux personnes locales de découvrir leur territoire, de s'en approprier, puisqu'il n'y a pas meilleur ambassadeur et meilleur vendeur du territoire que le local lui-même. Et de fidéliser les personnes en découvrant. Ils voudront peut-être y retourner, avec des amis, y aller avec les enfants, la famille, et en faire la publicité eux-mêmes. Donc ces chèques sont accompagnés de campagnes publicitaires que vous avez déjà vues, radio, télé, qui sont pilotées par le CDTM. Et nous avons édité, donc avec le CDTM, le premier magazine d'activité qui est destiné aux locaux. Et avec un travail de recensement qui a été fait évidemment en amont avec la participation des offices de tourisme de Mayotte. Donc, comme je l'ai dit, ces chèques pourraient être utilisés jusqu'au 31 août 2021 à l'heure actuelle. Pour compléter cela, des formations seront mises en place pour les professionnels, pour les accompagner dans les bonnes pratiques et sur la communication de crise et d'après-crise, car la parole des professionnels impacte également l'image du territoire. Donc nous allons également les former, leur donner des conseils là-dessus pour que la situation critique qu'ils ont vécue ne soit pas ne vienne pas pénaliser encore plus le territoire avec les publicités qui pourraient être faites sur le territoire. Donc comme vous le savez, voilà les mesures qui sont en cours, qui sont en place et qui sont validées. Et bien évidemment, il y a d'autres réflexions qui sont en cours. Mais comme vous le savez, les procédures évidemment administratives peuvent être longues, même si à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais cela demande de la concertation avec tous les élus et des délibérations. Mais les réflexions sont en cours. Donc voilà. Je profite pour vous annoncer également que puisque nous n'avons pas nous ne sommes pas présents sur les salons à l'extérieur, il n'y a plus de salons. La promotion qui était faite de Mayotte n'est pas la même. Nous redirigeons bien entendu les budgets sur l'année 2021 sur une préparation à la création de l'offre, qui est notre plus grand défaut à l'heure actuelle. On sait qu'on allait vendre Mayotte, mais on a peu de choses à vendre. Donc on profite de l'occasion pour se concentrer sur le territoire, essayer de construire notre territoire et nous doter des outils nécessaires pour accompagner les porteurs de projets. Et actuellement, par exemple, le comité du tourisme est en travail pour transformer cet outil. Donc le département souhaite que l'outil soit adapté au schéma tourisme qui a été délibéré l'année dernière et aux orientations que nous avons mises en place. Donc l'ambition, pour répondre à notre ambition, le CDTM est en cours de refonte
pour devenir une agence de développement touristique. Donc se doter également de l'ingénierie pour pouvoir accompagner les porteurs de projets et également investir dans le digital pour améliorer notre visibilité. Donc voilà ce que je souhaitais vous apporter comme information à l'heure actuelle et nous restons disponibles évidemment pour vos questions. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à la CSSM. Bonjour, je suis Monique Aran, directrice de la relation aux entreprises et je fais juste une petite ouverture et avant de laisser la parole à Ouidadi Oumadi, donc mon collaborateur qui est responsable du pôle recouvrement et qui va donc donner des explications sur les mesures qui sont prises en matière de cotisation sociale. Donc juste pour dire qu'effectivement aujourd'hui nous nous adressons en particulier au secteur d'activité du tourisme qui relève du secteur 1 et qui est, comme ça a été rappelé par nos partenaires, particulièrement impacté. Cela dit, toutes les mesures gouvernementales de gestion de la crise qui sont prises concernent l'ensemble des secteurs à des degrés divers, selon des exigences diverses, sur des périodes d'emploi qui ne sont pas forcément exactement les mêmes quand on est en secteur 2 ou en secteur 1 ou secteur 1 bis, avec des baisses de chiffre d'affaires quand on est dans le secteur 1 bis qui sont vérifiées avant de pouvoir en bénéficier, alors que pour le secteur 1 dont le tourisme fait partie, comme les hôtels, cafés, bars, restaurants, ou encore le transport aérien, l'événementiel, le sport, les loisirs. Donc pour cela, ces secteurs-là et ces entreprises-là, il n'y a pas besoin effectivement de justifier d'une perte de chiffre d'affaires puisqu'ils sont d'autorités concernées. Donc c'est ce que je tenais à dire, c'est que ces mesures-là s'adressent à tous, à des degrés divers et surtout, contrairement à ce qui parfois a pu se passer, je dirais, les mesures concernent également tout le territoire, Mayotte compris, puisque nous ne sommes pas tout à fait dans le même régime de protection sociale. Donc je vais laisser la parole à Ouidadi, qui va insister sur ces mesures et qui finira en vous rappelant quelques contacts, comme nos collègues l'ont fait déjà avant nous. Et surtout, nous mettrons en ligne, grâce à la CCI, les liens Internet sur lesquels des informations plus complètes, parfois des formulaires pour l'aide au paiement, peuvent être récupérés pour que vous puissiez déposer vos demandes. Voilà, merci et à toi, Ouida. Bonjour, Ouidadi Oumadi, responsable du pôle recouvrement de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Je vais vous présenter les mesures que la Caisse a mises en place en accord avec le réseau des URSSAF et la COS pour accompagner les entreprises et plus particulièrement le secteur du tourisme qui nous concerne aujourd'hui. Ces mesures sont au nombre de 5. Il s'agit de l'exonération de cotisations, l'aide au paiement, la prise en charge des congés payés dans certaines conditions, la mise en place d'un délai de paiement à des conditions bien avantageuses que lors des précédentes, sur les années précédentes. Et enfin, la possibilité de faire une demande de remise partielle des cotisations patronales qui restent dues durant cette période de crise. L'exonération de cotisation, il s'agit de la possibilité pour les entreprises du secteur du tourisme de déduire de leur déclaration le montant des cotisations qui restent dues suite à l'application de la réduction bas salaire. Les entreprises doivent dans un premier temps appliquer la réduction bas salaire. Et une fois qu'ils ont appliqué la réduction bas salaire, sur toutes les cotisations qui restent dues et qui sont éligibles à la réduction bas salaire, peuvent être déduites et sont exonérées de cotisations. La condition pour bénéficier de cette mesure, c'est d'être à jour de ces déclarations sociales. Donc nous encourageons très fortement
les entreprises à nous fournir toutes leurs déclarations avant la période Covid, mais toutes les déclarations, y compris pendant la période depuis le mois de mars 2020. La deuxième mesure qui concerne le secteur du tourisme est l'aide au paiement. L'aide au paiement, il s'agit d'un crédit social qui est égal à 20% du montant des salaires bruts payés par les entreprises qui ont pu travailler durant cette période-là. La période va de février-mars 2020 à maintenant, parce que durant la première période du confinement, c'est-à-dire de mars au mois de juin, les entreprises n'ont quasiment pas pu travailler, mais entre juin et la fin de l'année, certaines entreprises, certains restaurants ont pu ouvrir ou certaines agences de voyage ont pu travailler. Donc la masse salariale payée durant cette période-là peut ouvrir droit à ce crédit social qui est égal à 20% du montant brut des rémunérations versées. Ce crédit peut être utilisé en utilisant un CTP. Nous restons disponibles sur nos boîtes mail, nos numéros de téléphone pour expliquer les modalités pratiques d'application de ces deux mesures. Il s'agit du CTP 667 pour ceux qui connaissent, mais sinon vous pouvez toujours vous rapprocher de vos cabinets comptables pour l'application de ces deux mesures, et du CTP 051 pour l'aide au paiement. La troisième mesure, qui est une mesure toute nouvelle, qui est encore en attente de décret, c'est la prise en charge des congés payés dans la limite de 10 jours sur les congés qui sont pris entre le 1er janvier et le 7 mars. L'entreprise peut bénéficier d'une prise en charge de ses congés si l'entreprise accorde des congés à ses entreprises durant cette période. Il faut, pour pouvoir bénéficier, que l'entreprise soit dans l'une des conditions suivantes. Soit l'entreprise a connu une fermeture ou une interdiction d'accueil du public durant une période de 140 jours, ou l'entreprise a connu une perte de chiffre d'affaires d'au moins 90%. La prise en charge de ces congés payés, c'est-à-dire de l'indemnité que l'entreprise doit payer quand le salarié est en congé, il y a une prise en charge à hauteur de 70% de la rémunération qui est versée. Faut retenir que contrairement à l'activité partielle, l'indemnité qui est versée dans le cadre de l'activité partielle, cette indemnité est soumise à cotisation, alors que l'indemnité versée dans le cadre de l'activité partielle est exonérée de cotisation. La quatrième mesure qui concerne les entreprises, et principalement les entreprises du secteur du tourisme, qui sont très impactées par cette crise, c'est la possibilité de mettre en place un échéancier. La mise en place de l'échéancier dans le cadre de cette crise a été assouplie parce que les conditions ont été assouplies. Et l'échéancier peut embarquer toutes les cotisations, c'est-à-dire les cotisations anté-crise et les cotisations nées pendant la crise, mais même les cotisations peut-être post-crise au moment où l'on met en place l'échéancier. La deuxième condition d'assouplissement, c'est que l'échéancier peut embarquer toutes les cotisations salariales et patronales, alors qu'auparavant, on ne pouvait mettre en place un échéancier que si on avait payé l'intégralité des cotisations salariales. Donc là, on a deux mesures qui facilitent la mise en place d'un échéancier et d'un accord, d'un moratoire avec la Caisse de sécurité sociale, à la condition, bien évidemment, d'être à jour de ces cotisations sociales, c'est-à-dire de ces déclarations sociales. C'est une condition vraiment importante. Il faut que toutes les entreprises nous fournissent leurs déclarations, puisque c'est sur la base de ces déclarations et des montants qui restent dus que nous pouvons mettre en place l'échéancier. La cinquième et dernière mesure qui concerne les entreprises, c'est la possibilité de faire une demande de remise partielle des cotisations qui restent dues une fois pour les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des deux premières mesures que j'ai citées, c'est-à-dire l'exonération de cotisations et l'aide au paiement, ou s'il reste encore des cotisations à payer,
Et dans le cadre de la mise en place d'un échéancier, l'entreprise peut faire une demande de remise partielle des cotisations. Cette remise est limitée à 50% du montant des cotisations patronales dues après avoir appliqué toutes les mesures que je viens de citer. Donc voilà à peu près les 5 mesures que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. La CSSM reste bien entendu disponible sur délai Covid 976 @css-mayotte.fr. Donc vous pouvez nous adresser toutes vos demandes d'explication, de demandes de compléments d'information ou sur les modalités d'application de ces mesures. Nous sommes encore joignables au 02 69 61 91 91 ou alors sur pfs.cssm@css-mayotte.fr. Donc voilà très succinctement les 5-6 mesures qu'on a voulu vous présenter et les coordonnées sur lesquelles vous pouvez nous joindre. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer aux questions. On en a reçu quelques-unes par Internet, mais on va commencer par ceux qui sont là en présentiel. Monsieur qui représente le syndicat du secteur, un syndicat du secteur ainsi que le MEDEF. Vous intervenez pour le MEDEF, je crois, aujourd'hui aussi. Vous avez la parole. Bonjour, merci pour l'intervention. C'était très clair pour chaque secteur. Petite question complémentaire, lors d'une dernière réunion, j'en ai plusieurs en fait, lors d'une dernière réunion avec monsieur le préfet, avait été évoquée une indemnisation pour les TNS. C'est le trou dans la raquette, les travailleurs non salariés, avec une hypothèse de mettre en place un fonds de solidarité spécifiquement lié à nos activités, puisque nous n'avons depuis le début de la crise strictement rien. Et il avait été effectivement envisagé une caisse de solidarité pour les travailleurs non salariés. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu une évolution sur ce sujet-là? Est-ce que quelqu'un s'en est emparé ou non? Je peux prendre le micro. Merci. Donc en fait, sur la question que vous posez sur les travailleurs non salariés, ou que je peux traduire sémantiquement par travailleurs indépendants, par exemple. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il existe au niveau national la Caisse nationale de protection sociale des travailleurs indépendants. Cette instance n'a pas été délocalisée, ou du moins par une représentation régionale au niveau du territoire de Mayotte, pour la simple et bonne raison que c'était une instance qui existait du temps du régime social des indépendants, fameux RSI, qui a vécu de 2006 jusque dans le dernier format, en tout cas, puisque ça existait depuis après la guerre. Mais donc, dans le format RSI, c'est 2006, 31 décembre 2019. Donc, dans ce régime social des indépendants, les travailleurs indépendants de Mayotte qui existaient, qui existent toujours d'ailleurs, n'ont jamais été embarqués parce que tout simplement, Mayotte n'est pas dans le régime général de protection sociale, mais dans un régime résidentiel, et ce n'est pas moi qui viendrai ici vous expliquer tous les travaux vers la convergence à la fois des droits et des cotisations qu'il y a à voir derrière. Donc, les travailleurs indépendants de Mayotte n'étant pas dans le régime social des indépendants, le RSI, quand le RSI a été intégré au régime général, ça l'a été uniquement versant action sociale pour ceux qui étaient déjà juridiquement émargeants au RSI, quoi, quelque part. Donc, cette action sociale-là, qui correspond aussi aux cotisations sociales qui étaient versées, et ça, si vous voulez, et je tiens à cette explication, ce n'est pas lié au fait qu'il y a, depuis 2012, en gros, un gros trou. Vous parlez de trou dans la raquette, mais effectivement, c'est un trou dans la raquette qui a une dizaine d'années maintenant, puisqu'il n'y a pas vraiment de recouvrement, et plus du tout, depuis 2015. Mais disons qu'il faut désolidariser les deux. C'est le statut juridique qui fait que l'action sociale spécifique pour aider les travailleurs indépendants en difficulté dans l'exercice de leur métier, cette action sociale-là, elle est liée au fait d'être dans le RSI. Et c'est tout. Elle n'est pas liée au fait de recouvrer ou pas recouvrer les cotisations. Donc ça, c'est pour le volet, je dirais, social, réglementaire. Par contre, ça n'exclut pas
que localement, des mesures ou des accompagnements. Moi, je réponds uniquement sur le volet sécurité sociale. Et ça n'exclut pas du tout que juridiquement ou par des délibérations, des instances locales puissent intervenir pour accompagner ces publics. Et d'ailleurs, dans le cadre du Fonds de solidarité, ils ont été accompagnés. Et nous, ce que nous avons fait, quand bien même il n'y ait pas de paiement de cotisation, dès lors qu'ils sont bien enregistrés chez nous, c'est ce que nous vérifions, nous avons délivré au tout début du dispositif l'année dernière, et même s'il faut le recommencer, il n'y a pas de problème, on le fait, on a délivré des attestations d'affiliation qui leur ont permis d'émarger, puisqu'ils y étaient éligibles, aux autres dispositifs d'État ou aux dispositifs locaux, je me tourne vers vous, qui ont pu être mis en place. Voilà. Oui, pour faire suite à votre demande, en fait, vous avez sur le site d'économie.gouv.fr la réponse gouvernementale du 15 février 2021 aux indépendants, qui reprend en fait toutes les aides qui sont disponibles en fait pour les indépendants. Pour le Fonds de solidarité, il n'y a pas de distinction en fait entre le fait d'être indépendant ou le fait d'être une entreprise ou une société. C'est le secteur d'activité qui joue et l'activité réelle de l'entreprise ou de l'indépendant qui va faire que vous avez le droit à 1 500, 3 000 ou 10 000 euros. Vous verrez sur le site, sur le portail entreprise du gouvernement, l'ensemble en fait des aides. Alors aides qui ne sont pas forcément de dernières actualités, mais tout est repris. Aides concernant notamment le report d'imposition directe qui était valable de mars jusqu'en juin, les autres aides comme le bénéfice de réduction de cotisation sociale, bénéfice de remise d'impôt direct, d'exonération, tout est repris point par point. Mais c'est vrai que pour le Fonds de solidarité et pour toutes les mesures fiscales, il n'y a pas vraiment de distinction entre le fait d'être un indépendant, une entreprise individuelle ou une société. Sur le Fonds de solidarité, justement, petite confirmation pour pas qu'il y ait d'erreur pour les collègues. On est bien d'accord que l'année de référence reste 2019, y compris cette année. Ça dépend en fait de la date de début d'activité de la société. C'est sûr qu'une société qui s'est créée en janvier, par exemple 2020, elle peut avoir droit au bénéfice du Fonds de solidarité, mais elle n'a pas de chiffre référence 2019. Et dans ce cas-là, ce sera les premiers mois d'activité. Donc, mais sinon, ça, le chiffre d'affaires, c'est l'exception qui confirme. C'est l'exception. On est bien en d'accord. général, le chiffre d'affaires référence, c'est le chiffre d'affaires de 2019 mensualisé. On est bien d'accord. Concernant la restauration, Oui. il a été dit que l'activité d'emporter était exclue Tout à d'office du chiffre d'affaires. Tout à On est fait. bien d'accord. Hein. Tout à fait. Elle est C'est-à-dire que ça ne exclue du compte chiffre pour d'affaires, rien. non pas de référence, mais du chiffre d'affaires réalisé. C'est-à-dire D'accord. que c'est plus Oui, intéressant pour le tout à fait. professionnel. Toutes les ventes à emporter sont à extourner du chiffre d'affaires. On est d'accord. Si la personne fait par exemple 1 million de chiffre d'affaires, dont 800 000 euros de ventes à emporter, alors elle n'aurait que 200 000 euros de chiffre d'affaires à considérer. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'arriver au quota de 50% ou de 70% de c'est bien perte ça. parce qu'on ne prend pas une partie de chiffre d'affaires pour autant réalisé. Oui, c'est bien ce que je voulais comme confirmation, que tout le monde soit bien informé. J'ai une petite question pour le département, s'il vous plaît. J'ai entendu tout à l'heure la redirection d'un budget non consommé relatif effectivement au salon non tenu et à toute la partie commercialisation de vente de Lille. Y aurait-il possibilité de retourner une partie de ce budget vers l'effort à la digitalisation de nos entreprises? L'État le fait à travers le plan de relance du tourisme. Nous, à l'UMIH, au niveau national, on pense, et d'ailleurs ça commence à être inscrit dans le protocole national, protocole qui pour les CHRD, café, hôtel, restaurant, discothèque, a été extrêmement étoffé pour nous, pour la sécurité de nos salariés, nos clients, etc., et le respect des mesures sanitaires en vigueur. On sait très bien que la sortie de crise passera par un effort encore supplémentaire pour la restauration. La digitalisation en fait partie, le passage au QR code, la suppression des cartes papier, ce qui aura non seulement aussi, en dehors du côté sanitaire, une vocation aussi écologique et économique. On arrêtera d'imprimer du papier à tour de bras, ce sera quand même, on est en 2.0, donc il est temps d'y passer. Est-ce qu'il pourrait y avoir une redirection d'une partie de ce budget-là, sous forme de subvention, pour aider nos entreprises à franchir le cap de la digitalisation?
Alors, techniquement, ça ne se fait pas de cette manière. On a un budget qui a été fixé pour le CDTM. On change les priorités, évidemment, au fur et à mesure des événements. Donc, comme je vous l'ai dit, les priorités, comme on est plus sur les salons, on va sur d'autres mesures pour pouvoir nous outiller et justement être prêt à mieux accompagner. En revanche, nous avons les aides à l'investissement qui sont plafonnées à 50 000 € et qui sont actuellement, d'ailleurs la plateforme est ouverte à l'heure actuelle jusqu'au 31 mars, donc sur lesquelles toutes les entreprises, et évidemment du tourisme, peuvent aller émarger. Ça c'est actuel, c'est possible. Par contre, évidemment, je note s'il y a un effort supplémentaire ou peut-être, si ce que vous demandez, c'est un appel à projet très spécifique sur ce projet-là. Donc pourquoi pas. Toutes les réflexions sont bonnes, donc je note et puis on fera des propositions on verra ce qui est faisable, comment on peut s'adapter là-dessus. Nous, ça nous paraît extrêmement important, hein. Au niveau national, c'est mis en avant, ça fait partie du protocole de sortie, hein, pour renforcer encore l'effort de la restauration, notamment des hôtels, pour mettre en sécurité nos personnels, nos clients. Et donc on est encore prêt à faire cet effort-là. Déjà, on en a fait énormément depuis 1 an. Ceci étant, on voudrait bien être accompagné. Ça a encore des frais, évidemment, au niveau informatique, etc., etc. Tout à fait. Tous les budgets à l'heure actuelle sont dirigés, oui, vers le numérique, les contrats de convergence, et là, le plan de relance. Donc, évidemment, c'est une priorité. Nous l'avons bien compris. Concernant les chèques repos des héros, les chèques qui sont déjà en circulation, hein, la compensation des chèques se fait par le CDTM, le paiement directement. Le délai de paiement moyen, vous le connaissez? Parce que c'est une question qui est revenue chez nos adhérents. Alors justement, ce travail a été fait pendant plusieurs mois, depuis l'année dernière, pour pouvoir bien affiner la procédure. Pour que justement le père professionnel ne soit pas impacté en termes de trésorerie lorsqu'il veut être remboursé, évidemment. C'est pour ça que nous l'avons délocalisé. C'est directement le CDTM qui payera l'entreprise. Donc ils ont les fonds déjà pour ça. Donc je pense que pas plus de 2 semaines, de ce que j'ai compris, 1 semaine au maximum. Mais tout a été fait pour que les délais soient extrêmement courts pour le remboursement. Le deuxième type de chèque, ça sera directement à la CCI par contre, parce que celui-là, le dispositif, il concerne beaucoup plus d'entreprises. Et évidemment, donc la porte d'entrée sera à la CCI. Et il sera communiqué la manière dont ils seront distribués, la manière dont ce qu'il faudra faire pour le remboursement également. Et là, de la même manière, ça sera la CCI qui remboursera directement le professionnel. Oui, concernant l'opération avec la CCI, les 1 550 000 € qui ont été débloqués dans le cadre des 3 150 000 qui ont été pris sur le budget global relance du tourisme, sur les 6 millions complets, me semble-t-il. Les 1 550 000 € qui sont destinés à 15 000 salariés à hauteur de 100 € par chèque. On a demandé effectivement, nous, à différer l'opération, à ce que la compensation aussi des chèques soit extrêmement rapide, évidemment. Donc ça passera évidemment par la CCI, la totalité par la CCI. Alors je vais vous rassurer sur ce point, donc on a les fonds qui sont arrivés et nous on a eu des garanties dans les procédures internes sur, on va dire, 3-4 jours en interne, à partir du moment où on a validé votre remise de chèque, pour faire simple, pour que ça soit payé. Donc on va compter un engagement sur 5 jours ouvrés. Donc dans le pire des cas, 2 semaines, parce que pour nous, ce qui est important, c'est la trésorerie des entreprises. Donc là-dessus, on a eu des échanges avec le département pour pouvoir avoir des garanties sur le versement de ces chèques, que le ticket ne soit pas une charge pour l'entreprise, mais bien quelque chose qui correspond à de la relance et du cash. Une dernière question, après je vais arrêter. Il nous a pas échappé une annonce, alors là ça va être, j'aurai peut-être pas la réponse immédiatement, mais en tout cas ça aura le mérite d'être mis sur la table. Lors d'une de ses dernières interventions, le ministre Bruno Le Maire a évoqué la possibilité de transformer les PGE, tout ou partie, en subventions pour éviter aux entreprises d'avoir à le rembourser. On va rappeler quand même que le PGE, c'est un prêt, hein, tout prêt se rembourse, donc c'est effectivement une dette pour une entreprise, une dette que les entreprises n'avaient pas nécessairement besoin avant la crise,
et pas nécessairement besoin du tout après la crise. Il a été évoqué cette piste-là lors d'une conférence de presse et pour l'instant c'est resté dans le flou, ça a été une piste. Est-ce que quelque chose a bougé à ce niveau-là? Est-ce que vous avez eu un retour de quelque chose à ce niveau-là, au niveau État? Est-ce que c'est vraiment une piste sérieuse qui se creuse ou pas? Aucun retour, donc aucun commentaire. Le PGE est géré localement par l'IEDOM, donc qui serait le plus à même en fait pour vous répondre. Mais on a, je dirais, voilà. On a juste la date on a rallongé, effectivement, c'était fermé au fin juin 2020, maintenant c'est ouvert jusqu'à fin juin 2021. Mais on n'a pas d'autres infos, en tout cas entre le CCSM, je pense le département, la DRFIP ou la DIECT. Non, et puis on a eu un co-défi hier, et donc le directeur de l'IEDOM était présent. Oui, pardon, merci. Non, par rapport à votre question, hier nous étions en co-défi avec Naïm et effectivement le directeur de l'IEDOM était présent et à l'occasion de ces co-défis nous faisons le tour, nous partageons toutes nos actualités qui nous viennent par soit les administrations centrales et nous par la COS, notre caisse nationale. Et effectivement, Monsieur Nugent, en tant que directeur, ne nous a pas parlé effectivement du fait que ça soit potentiellement transformé en subvention. Mais on sait tous que le temps des médias précède toujours de beaucoup le temps du législateur. Donc voilà, mais nos annonces à nous reposent sur des faits juridiques. Voilà, c'est certifié. Ouais. C'est de plus les PGE, c'est un accord tripartite entre les sociétés, et les banques et l'État. Donc c'est un peu compliqué. Et, il y a une annonce gouvernementale qui sera suivie ou pas de décision. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations, effectivement, comme disait Madame Arang. Merci, c'est gentil. Si un dernier point important sur les produits d'hygiène, au niveau de nos entreprises, on a été terriblement impacté en termes de budget sur tout ce qui est produit lié au Covid. On est bien d'accord, on en a parlé tout à l'heure, sur ces kits d'hygiène et compagnie. On souhaiterait qu'il y ait vraiment un encadrement strict des prix sur Mayotte concernant tout ce qui est produit lié au traitement du Covid, donc que ce soit le gel hydroalcoolique, les masques, tous les produits de nettoyage, et qui est vraiment là-dessus un encadrement spécifique. On arrive à le faire sur les produits comme l'essence, le gaz par l'État. On souhaiterait effectivement qu'il y ait déjà les exos de charge éventuellement, enfin les exos de taxes sur ce type de produits à l'importation sur le territoire, mais néanmoins que les produits soient vraiment encadrés avec une base tarifaire stricte ici, parce qu'il y a une variation sur les boîtes de masques qui est terrifiante. Ça passe de 15 € à 50 €. On arrive sur des tarifs qui sont vraiment prohibitifs, et sur des éléments pandémiques comme la crise au jour d'aujourd'hui, il est quand même assez malheureux qu'il y ait des produits qui soient vendus à des tarifs qui sont complètement disproportionnés. Voilà, donc on souhaiterait vraiment qu'il y ait un encadrement sur cette tarification de produits qui nous apparaît légitime, d'une part, mais indispensable dans la tenue de nos activités. Donc on a fait faire des formations à nos salariés, on achète ces produits, on a fait des efforts au niveau du protocole sanitaire, et pas des moindres, des acquisitions de matériel, de plexiglas, de marquage, enfin j'en passe et des meilleurs. Mais effectivement, si c'est pour se faire un trou dans la poche supplémentaire avec des tarifs trop élevés, là on souhaiterait vraiment qu'il y ait un encadrement spécifique. Alors moi c'est Naïm, je suis responsable de recouvrement à la Caisse de sécurité sociale. J'avais deux éléments d'information à apporter en complément de ce qui a été dit par mes collaborateurs. Premièrement, ça concerne la transmission de bordereaux de cotisation sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces mesures ne sont valables que si, évidemment, les entreprises jouent les jeux. Si les entreprises ne nous apportent pas les bordereaux de cotisation, les mesures qui sont annoncées ne peuvent être mises en place. Donc il est important à ce que les entreprises
nous transmettre les bordereaux de cotisation dans les temps pour qu'on puisse éventuellement voir toutes ces mesures, dans quelles conditions on peut les mettre en place. Ça, c'est une première information. La deuxième information, c'est que depuis l'arrivée de la pandémie, comme vous le savez, le recouvrement amiable forcé est mis en suspens. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les lettres de type mise en demeure, avis amiable, dernier avis avant poursuite que nous envoyons aux entreprises pour leur rappeler de leur obligation de payer des cotisations sociales, ça a été mis en suspens. On n'envoie pas également des titres exécutoires à l'huissier de justice pour le recouvrement forcé de nos créances. Donc ça, c'est des mesures qui sont importantes pour les entreprises pour qu'ils puissent justement se retourner. Donc c'est les deux éléments d'information que je souhaitais apporter par rapport à ce qui a été dit par mes collaborateurs. On va tenir le timing, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était fixé. Au niveau d'Internet, je pense que les questions ont été reprises par monsieur, qui a été même beaucoup plus loin en proposant des dispositifs et des aménagements. On va clôturer ce Facebook Live. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On remerciera particulièrement Nadia et Yanina qui étaient aux manettes derrière leurs écrans, ainsi que toute l'équipe de Daman Studio. On remercie pour la technique sur ces 3 Facebook Live. On ne va pas se retrouver immédiatement pour un autre cycle de Facebook Live. On va attendre que les procédures soient mises à disposition, qu'on ait l'ensemble des documents pour vous amener vers des solutions, vers les différents guichets qui sont en train d'être mis en place. Vous avez bien compris qu'on est en train de construire des réponses. Le CD a montré qu'il était à l'écoute de projets que vous pouvez apporter pour améliorer la situation par secteur. On a vu au niveau des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on vous quitte pour peut-être une semaine et vous retrouverez toutes ces infos-là sur le site internet de la CCI. Merci à tous.